Il faut que je vous précise aussi que j'ai coordonné deux projets dans le cadre de Romain d'héritage, donc Manumed 1 et 2, et plus récemment, un projet avec l'IRHT, Institut de recherche et d'histoire des textes du CNRS, sur précisément pardon, les Nawazil, donc tout un corpus des Fetawi de la wilaya d'Adrar. Alors concernant ces manuscrits, c'est vrai que souvent on se pose la question pourquoi beaucoup de centres de recherche européens s'intéressent aux Nawazil. Bon, les Français, les Allemands, les Américains, j'ai rencontré beaucoup de chercheurs il y a quelques années qui étaient en quête de Nawazil. Alors, ce qu'il faut dire dans les corpus de Nawazil, c'est que vraiment c'est une mine inestimable d'informations à caractère à la fois sociologique, juridique bien sûr, géographique, parce que le Alam, à l'époque, quand il devait produire une fatwa, se déplaçait. Donc dans les Nawazil, nous avons des rahalat, l'ulama, avec des descriptions très détaillées du voyage, des haltes, des itinéraires. Nous avons des informations à caractère juridique. Tel alam qui va voir tel alam au niveau du Maghreb et probablement du Mashara, en interrogeant sur une question de droit, ces droits bien sûr, ce droit innovant, avec les réponses de certains ulama. Il y a aussi des informations à caractère, ce qu'on appelle les tabaqat ulama. Souvent on rencontre dans les nawazil des généalogies de savants du cru. Donc il y a un descriptif très détaillé et bien sûr une multitude d'informations en parallèle, subsidiaires si on peut dire, concernant le lieu, le temps, l'espace. Donc là encore une fois pour les études arabes et islamiques, mais aussi par rapport à la sociologie ancienne et l'histoire des textes, ce sont des fonds inestimables. Et j'ai bien l'impression que la recherche scientifique actuellement n'a pas encore pris la juste mesure de l'importance de ces manuscrits. Donc histoire, sociologie, géographie et tout ce qui concerne la jurisprudence islamique. Donc la situation est vraiment urgente, le temps joue pas du tout en notre faveur et les manuscrits se dégradent d'année en année, sans compter bien sûr l'aspect vol, marché parallèle. Donc on retrouve nos manuscrits chez Sotheby's, dans les grandes bibliothèques européennes, dans le marché parallèle. Donc là il y a aussi une urgence en la matière. Maintenant, concernant l'accessibilité de ces manuscrits, et là, je voudrais apporter un témoignage, c'est que l'accessibilité est très difficile. Euh, Surtout dans la région d'Adrar. Bon, c'est vrai que les propriétaires de manuscrits ont été, dans un passé pas très ancien, échaudés. On leur a subtilisé des manuscrits, détourné des manuscrits par de pseudo-chercheurs, même parfois des officiels. Et donc maintenant, il y a une méfiance qui s'est instaurée. Et il est extrêmement difficile de pouvoir accéder aux manuscrits. Donc il faut utiliser des contacts, souvent des amitiés. Et bien sûr avoir une réputation, être digne de confiance. Et même parfois, quand on arrive aux manuscrits, bon, des fois c'est des volumes de 800 pages, écrits finement, avec des caractères assez serrés, se pose la question, bon, pour un chercheur qui doit étudier l'histoire de la région, les ulama locaux, ou toutes sortes de sujets, se pose la question de posséder le manuscrit. Donc la solution,
c'est de numériser ce manuscrit pour pouvoir le compulser dans le temps, revenir si nécessaire. Mais là-bas, bon, souvent, certains propriétaires, سمحهم الله, واش يقول لك؟ يقول لك تشوف المخطوط اللهم بارك بصح تصور والو ما تصور. Donc, comme voilà, c'est aussi une problématique qu'il faudrait peut-être solutionner. C'est vrai un exemplaire numérisé est vraiment plus fonctionnel que de rester une année à étudier le manuscrit de 800 pages dans une risana avec tout ce que ça représente pas de frais, etc. Mais ce qu'il faut dire aussi au corps défendant des propriétaires de manuscrits, c'est que bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas de moyens ni pour entretenir leur bibliothèque, ni les connaissances suffisantes pour conserver ce patrimoine avec les normes que l'on connaît. Donc là, au niveau des problèmes publics, il y a aussi cette question à gérer en urgence. Au moins, aller vers la conservation préventive, partant du principe que la restauration est très fastidieuse, très longue et très coûteuse. Donc il y a aussi un choix, une politique à déterminer concernant ce manuscrit. Alors que ce qu'il faut dire, c'est que ces manuscrits, la plupart des Khizana, les propriétaires de Khizana ont laissé ce patrimoine en biens morts, waqf, awqaf. Donc, alors le waqif, c'est celui qui laisse sa Khizana avec wasaya, avec des recommandations en disant que cette bibliothèque, je la laisse لانتفاع المسلمين والعلماء والباحثين إلى آخره. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que les héritiers, les arrière-petits-fils de ces ulama, يفهموا الحبس شغل الحبس يعني enfermé, alors que حبس c'est l'usufruit, enfin le fruit de ce bien, que ça peut être un jardin, une palmeraie, n'importe quel objet usuel qu'on laisse en waqf, l'intifa' l'akhalin, yani pour que les musulmans et non-musulmans et les gens qui sont dans le besoin d'une recherche ou dans l'usage de ces objets ou de ce patrimoine puissent se faire dans la durée, parce que le waqif, donc le légueur, celui qui lègue sa khizana, عندو, comme on dit chez nous, sadaqa jariya. حق يعني الحبس تاع هذه الخزانة هذه. Alors ce qui est paradoxal quand on sait que ces bibliothèques ont un caractère d'être diffusées, d'être connues et scientifiques, et islamiques même, يجي واحد يغلق عليه. Donc يمنعوا من حق حق يعني الصدقة جارية. Donc c'est vraiment une attitude vraiment surprenante. Concernant les politiques de conservation, dans le passé, j'ai moi-même interpellé à plusieurs reprises les ministres qui étaient aux affaires. Oui, mais rien ne s'est fait réellement. Il y a une politique de conservation avec une approche méthodologique de terrain à entreprendre dans l'urgence. Sinon, au bout de peut-être une décennie ou peut-être plus, il ne va pas rester grand-chose de ce patrimoine. Alors que ce patrimoine représente une somme d'informations scientifiques, et de manière globale, quand je dis scientifique, inestimable. Et c'est vraiment une porte ouverte sur le passé, sur l'histoire de nos ancêtres. Donc histoire de nos ancêtres qui sommeillent dans des rizanas poussiéreuses, envahies par les insectes, et qui subit année après année les assauts de la nature et de l'homme.
Donc il est urgent d'essayer d'entreprendre quelque chose et de définir des politiques très claires en la matière, en allant aussi vers des modalités opératoires. Ce patrimoine, ces manuscrits, ce sont des archives de haute importance qu'il faudrait essayer de rentabiliser. C'est vrai que quelquefois, il y a des jeunes étudiants en fin de cycle qui font des mémoires, donc يحققوا المخطوط, mais تحقيق المخطوط, c'est pas suffisant. Sinon, prenons uniquement l'approche recherche et histoire des textes. Ça implique non seulement de créer des équipes pluridisciplinaires avec des codicologues, des spécialistes du papier, de la graphie arabe avec tous les mouvements graphiques qu'a connus les manuscrits au cours des âges, des spécialistes des encres pour déterminer la qualité des encres et le type d'encre utilisée, ce qui nous permet d'avoir une datation de ces manuscrits. Et bien sûr, par rapport le contenu de ces manuscrits et les mouvements aussi de ces manuscrits, d'un alm à l'autre, tout ce qui a été copié, reproduit, diffusé. Donc là, on est dans dans une trame extrêmement riche. Parce que les manuscrits ont voyagé dans toute l'Afrique subsaharienne. Bien sûr, en Europe, au Mashraq, au Maghreb. Et donc là, c'est aussi un moyen de reconstituer l'histoire non seulement du Maghreb, mais même du continent africain, pour ne pas parler d'ailleurs. Donc, il faudrait aussi se poser la question par rapport à l'usage de ce patrimoine. À quoi sert-il et pourquoi est-il encore de nos jours remisé dans des bibliothèques au fin fond de l'Algérie? Bien sûr, se pose aussi la question de la valorisation de ce patrimoine. Par exemple, pour prendre des artisans qui peuvent, consultant des manuscrits, on peut trouver des manuscrits sur les plantes, l'herboristerie, sur les bijoux, sur la poésie, sur l'hydrologie, comme je viens de le dire, et sur les mathématiques, sur la logique, le mantak. Donc, toutes ces thématiques pourraient ressourcer, être une source d'inspiration pour des productions nouvelles. Donc, parce que là, on ne peut pas parler d'innovation sans une référence au passé, à l'héritage de la mémoire de l'humanité ancienne. C'est une vue d'esprit. Donc c'est le passé qui nourrit le présent et bien sûr l'avenir. Donc voilà en gros mon témoignage, ce que je voulais dire. En espérant bien sûr que rapidement, ce qui représente la fierté de nos ancêtres qui nous ont légué ce patrimoine avec bien sûr une fonction utilitaire. Hein. Ils ne l'ont pas légué pour qu'il soit dans une bibliothèque, mais pour que nous nous en servions et que nous faisons usage de ce patrimoine. Voilà, je vous remercie et à une prochaine émission. Au revoir.